Donc merci d'être là. Effectivement, c'est un format un peu particulier puisqu'on va mêler science, musique et puis aussi art visuel. Donc c'est à la fois une conférence scientifique, vous verrez que l'objet d'étude, notre objet d'étude avec notre équipe ici à Orléans, eh bien, il peut aussi être utilisé pour faire de la musique. Donc on va voir ça ensemble. Et donc avec moi ce soir, il y a un groupe de musiciens qui vont apparaître à un moment donné là. Et puis il y a aussi Nicolas Herman qui est notre artiste visuel et vidéaste qui a réalisé l'ensemble des vidéos que vous allez voir pendant la partie musicale. Il est caché là-bas derrière. Et notamment le premier clip qui est vraiment sa production quand il a fait une résidence à l'Observatoire de Nancy. Alors, donc moi je suis astronome, je travaille au LPC2E, Laboratoire de physique et chimie de l'environnement et de l'espace, qui est un labo du CNRS juste à côté. Mais je travaille aussi beaucoup avec un autre lieu qui est l'Observatoire radioastronomique de Nancy, qui lui est en Sologne, à 80 km d'ici, et j'espère que tous vous connaissez ce lieu, sinon précipitez-vous, chaque porte ouverte pour les journées du patrimoine, ça vaut le coup d'aller s'y promener. Et donc ce soir, on va parler d'étoiles à neutrons et de pulsars, donc des étoiles très particulières qui ont le bon goût de nous envoyer des rythmes, voire parfois des notes de musique quand on arrive à transcrire ce matériel lumineux en ondes sonores. Alors, donc, soyez pas surpris, vous allez sans doute voir Nicolas Herman se promener de temps en temps, faire des captations aussi de cette soirée, donc il y aura quelqu'un qui viendra un peu sur scène de temps en temps. Le cadre, c'est aussi une étape dans un grand projet qu'on avait dans notre laboratoire avec notre équipe au LPC2E, qui était d'utiliser ces fameux pulsars dont on va parler comme détecteurs d'ondes gravitationnelles. Donc ça, c'est un phénomène qu'on a redécouvert il y a quelques années. C'est une prédiction d'Einstein qui date d'un peu plus d'un siècle et qui devient concret que depuis quelques années avec des nouvelles générations de détecteurs. Et vous verrez que ces objets, les pulsars, peuvent être aussi, bien que ce soit des étoiles, être utilisés comme détecteurs d'ondes gravitationnelles, et c'est ça que je vais développer dans la partie conférence qui va venir. Donc ce projet il s'appelle Pulsar Timing Array, en anglais, réseau de pulsars, réseau de chronométrie de pulsars. C'est un projet qui a été financé par l'Agence nationale de la recherche. Et ce soir, on est aussi soutenu par le service de communication du CNRS qui nous a mis en contact avec l'Alliage pour faire cette proposition un peu atypique. Alors, qu'est-ce qu'un pulsar? Vous avez sur cette image de fond là, la nébuleuse du Crabe. La nébuleuse du Crabe, c'est le reste d'une grosse étoile qui a explosé en l'an 1054. On sait ça parce que les tables d'astronomie chinoise étaient très documentées sur tous les événements un peu surprenants qui pouvaient arriver, les comètes, les supernovae. Quand en Occident, on avait tendance un peu à cacher ça sous un mouchoir, on n'aimait pas trop que le ciel varie, ou en tout cas se transforme comme c'est le cas en fait en permanence. Et donc cette nébuleuse, c'est le reste de l'explosion d'une étoile massive. Ce qu'on voit là, c'est ce matériel qui est éjecté dans le milieu interstellaire et qui va faire des chocs en rencontrant le milieu environnant. Et ces chocs vont chauffer le matériel et donc faire cette luminosité diffuse sous forme on voit bien la trace comme la trace d'une explosion. C'est au cœur d'une nébuleuse comme ça, on trouve en général une étoile à neutrons. Une étoile à neutrons qui est le cœur de l'étoile qui s'est effondré sur lui-même, qui s'est stabilisé en une étoile très très compacte. Donc là, vous avez là une image en optique, vraiment un zoom sur la partie centrale, où on voit un point très brillant au centre, un espèce de cocon lumineux, qui est cette partie qui représente en fait les chocs dans l'environnement du pulsar, ce qu'on appelle le vent de cet objet. Donc les particules qui s'échappent très rapidement du pulsar vont rencontrer le matériel très proche, et ça fait un espèce de cocon qu'on appelle en anglais une pulsar wind nebulae, une nébuleuse de vent de pulsar. Et cet objet-là, en général, c'est en radio qu'on va l'observer, en ondes radio, avec un radiotélescope. On va aussi beaucoup parler de radiotélescope. Et donc cet objet, pourquoi on l'appelle pulsar? Parce que c'est un objet qui tombe très vite, qui a un faisceau très collimaté, qui balaye l'espace un peu comme un phare, et qui, à intervalles réguliers, va balayer le champ du télescope.
Donc là, évidemment, le son qu'on entend, c'est pas le son du pulsar, hein, c'est une transcription sonore d'un phénomène lumineux. Et vous allez voir qu'on va pouvoir utiliser donc, ce matériau sonore. Donc un pulsar, c'est une étoile à neutrons qui tourne éventuellement très vite et qui a un faisceau lumineux qui balaie l'espace. Ces objets, on les connaît que depuis très récemment. Le premier pulsar a été découvert par Jocelyn Bell, une astronome anglaise qui faisait sa thèse à Cambridge, qu'on voit ici, toute jeune, là, avec devant son radiotélescope. Alors, un radiotélescope, ça peut être un ensemble de mâts comme ça, et puis des fils tendus pour capter des ondes. Et bien sûr, il faut du matériel derrière de réception. Et Jocelyn Bell, ce qu'elle faisait à l'époque, c'est qu'elle étudiait, ce qu'elle voulait étudier, elle, c'était la scintillation de sources très lointaines. Vous connaissez le phénomène de scintillation des étoiles, hein, si on a l'impression que l'étoile bouge légèrement, qu'elle change de brillance. Et ce phénomène lumineux, en fait, c'est simplement lié à la traversée de la lumière à travers un milieu turbulent qui est notre atmosphère. Le fait qu'on ait des petits tourbillons dans l'atmosphère, ça fait que le rayonnement lumineux de l'étoile change de trajet sans arrêt. Et donc on a cette impression de scintillation de l'étoile. Et bien il se passe exactement la même chose avec les sources très lointaines à travers ce qu'on appelle le milieu interstellaire, ce milieu qui n'est pas vide, qui est entre les étoiles, où est aussi présente de la turbulence. Et donc ce que voulait étudier Jocelyn Bell, c'était les variations de ces sources très lointaines. Alors, il se trouve que c'était ce qu'on appelle des quasars, donc des noyaux centrales de galaxies, où on sait qu'il existe un trou noir et qui sont environnés d'un disque très très brillant. Mais c'est des objets qui sont tellement loin qu'ils sont ponctuels comme des étoiles. Et donc elle voulait étudier ce phénomène de scintillation des sources lointaines. Pour faire ça, elle utilisait un radiotélescope et elle faisait un peu pour la première fois une mesure temporelle à très haute résolution. Hein, quand on fait de l'astronomie d'habitude, c'est des astres lointains, donc on fait des pauses longues, on accumule de la lumière pour voir sortir un objet très faible et très lointain, comme quand on ouvre longtemps le diaphragme de son appareil photo. Et là, pour la première fois, on faisait des mesures très très rapides, on faisait de l'acquisition très très rapide de ce rayonnement. Et un soir donc de novembre 1967, Jocelyn Bell était retournée à son bureau et puis regardait des observations qui dataient de quelques mois avant, du mois d'août. Et dans ces observations, vous avez un facsimilé juste ici, sur la gauche, ici. Donc typiquement, hein, ça c'est les observations de l'époque, c'est un ruban de papier qui déroule à vitesse constante avec un petit stylet. Le petit stylet, il indique si on a l'intensité qu'on reçoit, et puis éventuellement ça va varier si l'intensité varie. Et ce qu'elle observe sur ces quelques minutes de données, quelques secondes de données, vous voyez, on a une échelle en secondes en bas, 0 secondes, 10 secondes, 20 secondes. Eh bien, c'est dans la partie supérieure, on voit que régulièrement, toutes les 1,37 secondes, on a un petit pic. Très très régulier. Alors le premier réflexe d'un scientifique quand il voit ça dans ses données, il se dit voilà, il y a un truc qui ne va pas avec mon équipement, il y a quelque chose qui ne va pas avec mon récepteur, ou il y a sans doute des parasites à proximité, mais elle s'est vite rendu compte que ce n'était pas ça. Et puis elle a refait des observations, puis elle s'est aperçue que cet objet, il évoluait dans le ciel en même temps que le ciel. C'est-à-dire que chaque jour, il revenait à une même position sur le ciel, et pas du tout lié à un événement éventuellement sur Terre. C'était donc un événement céleste. Donc restait ensuite à expliquer comment un événement aussi régulier pouvait être capté comme ça en venant d'étoiles lointaines. Alors il y a eu une petite période de flou pendant laquelle on s'est demandé si ce n'était pas un signal artificiel d'une éventuelle civilisation extraterrestre qui nous enverrait voilà, un signal régulier pour preuve voilà, d'existence éventuellement d'une civilisation un peu évoluée. Et à tel point que, pour la blague, mais en y croyant un petit peu, on a appelé ça le LGM1, Little Green Man 1. D'accord, le petit homme vert. On a même fait un message à la reine d'Angleterre au cas où, pour se préparer à toute éventualité. Voilà, seulement, rapidement, en fouillant dans les cartons, Jocelyn Bell et puis son équipe ont trouvé des publications qui dataient de quelques années auparavant, même quelques dizaines d'années, 1930, où deux astronomes américains, Bade et Zwicky, avaient montré que lors d'une explosion d'une grosse étoile, il pouvait se former, le cœur pouvait s'effondrer et se stabiliser en quelque chose qu'on appelle une étoile à neutrons. Donc une étoile à neutrons, c'est
un conglomérat de matière très très dense, très serré, où toute la matière s'est transformée en une soupe de neutrons et à la densité pratiquement d'un noyau d'atomes. Donc c'est quelque chose de très compact. Et cet objet-là, ils ont aussi montré que probablement, il allait garder un champ magnétique qui allait s'amplifier avec l'effondrement, et ce champ magnétique était capable de produire un rayonnement, et éventuellement un faisceau de rayonnement. Donc on a compris que potentiellement, c'était sans doute une étoile à neutrons en rotation avec ce fameux faisceau de rayonnement. Alors il aura fallu quelques années avant qu'on s'assure de ça, hein, parce qu'il y avait d'autres candidats pour expliquer ce phénomène-là. Et donc on a, pour s'en convaincre, on a visé du coup exprès un certain nombre de restes de supernovae, de restes d'explosions d'étoiles, dont la nébuleuse du Crâne, et on a trouvé un pulsar au milieu de la nébuleuse du Crâne, qui lui tournait non pas à 1,37 secondes, mais à 33 millisecondes, 30 tours par seconde. Rapidement, on en a trouvé un autre, dans la région de la nébuleuse du Voile, Vela, qui tourne en 89 millisecondes, donc vous imaginez hein, une étoile très compacte qui fait un tour, qui fait 30 tours par seconde, voire plus. Et puis, une douzaine d'années plus tard, une quinzaine d'années plus tard, on a découvert une autre famille de pulsars qui, eux, tournent extrêmement vite, qu'on appelle les pulsars millisecondes, et je vous expliquerai un peu comment on comprend leur formation. Et le premier qui a été trouvé, il s'appelle PSR 1937 plus 21, et lui, il fait 700 tours par seconde. Donc c'est vraiment des objets très très particuliers, des monstres d'énergie, des monstres de compacité aussi. Donc voilà pour la découverte des pulsars. Et donc rapidement, ça va beaucoup inspirer cet objet-là. Un objet compact, mystérieux, très très énergétique, qui peut tourner très vite. Et vous reconnaissez peut-être le dessin sur la droite, qu'on a vu beaucoup sur des t-shirts de rockers, hein, quand on va dans un magasin qui vend tout un tas d'articles autour du rock. Et bien souvent, on a ce t-shirt-là. Et ce qu'on voit sur cette figure ici, en fait, c'est une figure qui est extraite de la thèse d'un étudiant qui s'appelle Harold Kraft Jr., qui a fait sa thèse à Cambridge dans les années qui ont suivi la découverte par Jocelyn Bell. Et ce qu'on voit ici, c'est une représentation de chaque tour du pulsar. Vous voyez, chaque ligne, c'est le rayonnement qui passe, et quand ça fait une petite montagne, c'est qui passe dans le récepteur. Donc à chaque tour, chaque ligne, chaque tour représente un tour de pulsar, et on a simplement empilé ces observations les unes sur les autres, et ça donne cette impression de chaîne de montagne. Et donc cette idée de pulsar, de pulsation, eh bien ça a donné un des premiers tubes en référence avec ces objets par le groupe Joy Division en 1978. Vous voyez en fond, évidemment, une image qui est représentée à côté. Alors c'est inspiré aussi d'autres musiciens, notamment un compositeur de musique contemporaine qui s'appelle Gérard Griset, et qui, à la fin des années 80, a composé une pièce pour un pulsar et 5 percussionnistes avec l'ensemble des percussions de Strasbourg. Donc vous avez ici une image d'une des représentations, grosse mise en scène, hein, vous voyez, avec où on a chaque pupitre avec un ensemble de percussions. Et donc c'est une pièce qui s'appelait Le Noir de l'Étoile. Et on utilisait pour la première fois la transmission sonore des pulsars comme base rythmique pour construire une œuvre complète. Voilà, Griset, Le Noir de l'Étoile. Donc on va revenir maintenant à un peu de physique. Donc cet objet, c'est une étoile à neutrons, donc un objet très compact. Très compact, ça veut dire qu'il fait entre 1,5 et 2 fois la masse du Soleil, donc c'est quand même il y a une masse importante, vous voyez, mais confiné dans 12 km de rayon. En gros, confiné dans la région parisienne, hein, 2 soleils qu'on a comprimés dans la taille d'une grande ville européenne. Sa densité, c'est plus de 150 millions de tonnes par centimètre cube, sa température de surface, 600 000 degrés, et c'est un objet qui a vraiment la densité d'un noyau atomique. Cet objet-là, il a, comme je vous disais, gardé un très fort champ magnétique, et ce champ magnétique, du fait qu'il n'est pas orienté de la même façon que l'axe de rotation, eh bien, fait qu'on a un faisceau qui va balayer l'espace. Donc vous voyez ici des lignes de champ magnétique, et le long de ces lignes de champ,
on a des particules qui sont arrachées de la surface de l'étoile et qui vont être précipitées, accélérées le long des lignes du champ magnétique et elles-mêmes rayonner. Ce que vous voyez en rose, c'est le rayonnement très haute énergie, en rayonnement gamma. Et en vert, c'est le faisceau qui s'échappe au niveau des pôles et qui lui a un rayonnement plutôt dans les ondes radio, un rayonnement plutôt de basse énergie. Donc un pulsar, ça va émettre sur tout le spectre, mais en fait, la plupart, on les a observés en ondes radio avec un radiotélescope. Donc je vous montre là un ensemble de radiotélescopes avec lesquels d'ailleurs on travaille globalement. Celui du haut, bah, c'est chez nous, le fameux grand radiotélescope de Nancy, 80 km au sud d'ici. Un télescope qui a une surface équivalente à 700 mètres carrés, c'est l'équivalent finalement d'une parabole qui ferait 94 mètres de diamètre. Hein, si vous imaginez la parabole de télé que vous avez peut-être dans votre jardin, eh ben ça ferait 94 mètres si on regroupait la surface en quelque chose de rond. Et puis, bien, il y a un certain nombre de cousins un peu partout dans le monde. Les cousins européens qui sont présentés ici. On a un radiotélescope à Effelsberg, près de Bonn, un autre à Jodrellbank, près de Manchester. Là, on est au nord de la Hollande, près de Groningen, Nancy, et puis là, c'est un télescope en Sardaigne. Les Américains ont les leurs aussi, peut-être vous reconnaissez celui-là, hein, Arecibo, il a été assez médiatisé, et notamment, il apparaît à la fin d'un des James Bond, il y a un duel final qui se passe dans la structure au-dessus. Là. Alors malheureusement, ce télescope, maintenant, il est cassé, cette partie-là est tombée, il a cassé le miroir, il ne sera sans doute pas restauré. Mais en tout cas, voilà, il fait partie des télescopes qui ont beaucoup observé les pulsars, notamment au tout début. Il y a un télescope qui vient de démarrer il y a 4 ou 5 ans, qui est construit en Afrique du Sud et qui est un peu le prototype d'un énorme télescope mondial qui est en train de se construire dans les 10 à 15 ans à venir, qui s'appelle ESCARA. Le Giant Matter Wave Telescope, GMRT, qui est en Inde, près de Pune, au sud de l'Inde, sud-ouest de l'Inde. Le radiotélescope australien, une antenne de 64 mètres, qui est dans le sud-ouest, près de Parkes, près de Sydney, en Australie. Et puis, il y a des derniers arrivés, le télescope FAST, qui lui fait 500 mètres de diamètre, donc c'est le plus gros du monde d'une seule pièce, et qui a aussi commencé à observer il y a quelques années. Donc tous ces gens-là, tous ces instruments et tous les gens qui sont autour travaillent ensemble, notamment à l'observation de ces pulsars. Donc je vous ai représenté ici ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc on en connaît un peu plus de 3000, essentiellement en ondes radio. On en connaît peut-être de quelques centaines en très hautes énergies, en rayon X et puis en rayon gamma. Mais la plupart sont connus d'abord, ont été détectés en ondes radio. Donc vous avez en haut une carte céleste, hein, qui est une espèce de planisphère qu'on a, comme quand vous représentez le globe terrestre sur une carte globale. Et vous voyez qu'ils sont tous répartis dans une même zone qui correspond, je vous l'ai mis sur la droite, en fait au plan de la Voie lactée, au plan de notre galaxie. C'est l'endroit où sont en train de se former des étoiles, c'est là où il y a du carburant, du gaz, des poussières qui s'effondrent et forment des étoiles. Et donc les pulsars naissent là et en général restent dans cette zone-là. En dessous, vous avez une représentation vue de dessus, donc une carte. Donc en grisé, c'est tous les pulsars qu'on suppose exister dans notre galaxie, la Voie lactée. Et en jaune, c'est ceux qu'on avait découverts il y a une dizaine d'années, donc il y en a à peu près de 2000 qui sont représentés ici. Donc ces objets-là, ils sont vraiment dans le plan galactique, et plutôt ils suivent les bras spiraux, donc ces zones un peu plus denses, où se forment les étoiles dans la galaxie. Et puis vous avez à droite une vue d'artiste de notre Voie lactée vue de dessus. Hein, et je vous ai mis à chaque fois la position du Soleil pour rappeler qu'on est un peu excentré, mais pas mal excentré par rapport au centre de la Voie lactée. Voilà, donc 3000 pulsars répertoriés, qu'on étudie pour leur intérêt physique. Hein, c'est des accélérateurs de particules hors normes. Et comme c'est des objets très compacts, c'est très intéressant aussi au niveau des théories de la gravitation. Alors j'ai évoqué tout à l'heure le fait qu'il existait une population un peu particulière qu'on appelle les pulsars millisecondes, qui a été découverte un peu plus tard. Donc des objets qui tournent entre 70 et 700 tours par seconde. Et on a compris la façon dont ils s'étaient formés. Typiquement, hein, souvent les étoiles se forment par couple. Il y en a une qui évolue plus vite que l'autre. Une peut donner un pulsar à un moment donné. Ce pulsar va finir par ralentir au cours du temps. Il perd de l'énergie en rayonnant, il finit par ralentir, puis il s'éteint. Mais il se peut que le compagnon, qui a pris son temps pour évoluer, va se mettre à enfler, il devient ce qu'on appelle une étoile géante rouge. Et dans cette évolution, il va transférer de la masse à son voisin, le pulsar qui dormait, et il va le réveiller, en fait, par transfert de masse et transfert de moment cinétique. On va réaccélérer le pulsar, qui va se rallumer et se mettre à tourner de plus en plus vite et de plus en plus vite,
au point d'atteindre les fameux 700 tours par seconde que j'évoquais juste avant. Alors ces objets-là sont très intéressants parce qu'ils sont vieux et cet âge permet qu'ils soient vraiment stabilisés au niveau de leur structure. Donc leur rotation est extrêmement stable et un objet qui tourne très très vite, qui est très stable et qui nous envoie un bip radio très régulier, eh bien ça devient un instrument de mesure. C'est comme avoir une horloge très précise quelque part dans un champ gravitationnel dans la galaxie. Et c'est ça qu'on va utiliser comme propriété. Alors, une petite parenthèse sur ce qu'on peut entendre. Hein. Je vous rappelle, c'est une transcription sonore d'un pulsar. Donc ça, le pulsar 0329 plus 54, c'est ses coordonnées dans le ciel. Vous avez une image de fond qui correspond à peu près à la zone où se trouve le pulsar. Celui-là, il tourne en 0,7 secondes. Et vous voyez qu'essentiellement, voilà, il nous donne un signal métronomique qui n'est pas très intéressant en soi, mais qui nous donne une référence rythmique. Son voisin, 0,355 plus 54, qui tourne un peu plus vite. Où là, on a une texture un peu plus intéressante et des petites variations légères. Donc il faut mémoriser tout ça parce qu'après vous allez les retrouver dans la partie musicale. 0,950 plus 0,8, un pulsar très brillant. L'enregistrement n'est pas très beau, mais celui-là il est relativement intéressant au niveau rythmique. Voilà, donc c'est un pulsar qui scintille. Il scintille parce que son rayonnement traverse le milieu interstellaire et donc ça fait des variations d'intensité. Et ça donne cette impression qui disparaît, qui réapparaît. Et vous voyez tout de suite, on retrouve. On a une structure rythmique qui commence à devenir un peu intéressante. Vela, qu'on a entendu avec les percussions de Strasbourg tout à l'heure. Donc un pulsar très rapide et très jeune. Celui-là, c'est pas un milliseconde, hein. Il fait partie de cette famille comme le pulsar du Crab, de pulsars qui sont nés il n'y a pas très longtemps, qui n'ont pas encore eu le temps de ralentir et qui sont relativement rapides parce qu'ils viennent de se former. Et puis, quand on va maintenant utiliser des pulsars millisecondes qui tournent tellement vite qu'on n'entend même plus le battement, eh bien ce battement accéléré nous donne des notes. Donc là, on vise un amas globulaire, un amas de 47 piquants, dans l'hémisphère sud, chez qui on a découvert toute une population de pulsars millisecondes qu'on a enregistrés et qu'on retranscrit là par. Ce que vous entendez, c'est chacun des pulsars qui se passe sur le relais au fur et à mesure qui forment des accords. Donc des rythmes, des sons, des notes. Voilà pour la partie très musicale. Alors maintenant, je vais vous parler du projet scientifique qui nous occupe actuellement au LPC2E à Orléans et qu'occupent plusieurs équipes dans le monde, qui est de comment utiliser ces fameux pulsars comme des horloges pour détecter des ondes gravitationnelles. Vous avez une vue d'artiste ici, on a un couple de trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre, qui déforment l'espace, qui est représenté par cette espèce de nappe à carreaux qui ondule, et puis les pulsars au premier plan, dont on va se servir pour faire des mesures de cette ondulation. Alors ça, juste peut-être une petite parenthèse sur comment on comprend la gravitation dans la relativité générale d'Einstein. Einstein nous dit que la gravitation, c'est pas une force magique qui agit à distance, ça c'est Newton qui nous dit ça, force instantanée qui agit à distance entre deux masses. Einstein nous explique que des masses déforment l'espace-temps, et cette déformation crée des cavités dans lesquelles les corps sont emprisonnés. Un peu comme si vous voyez une bille qui tourne dans un lavabo, s'il n'y avait pas de frottement, elle pourrait tourner indéfiniment du fait de cette courbure du lavabo. Et donc vous avez quelques exemples ici, deux corps l'un autour de l'autre, un plus dense qui fait vraiment un creux, une étoile par exemple, une planète, une rencontre entre deux objets et l'un qui dévie l'autre par le fait qu'il a incurvé un peu l'espace à cet endroit-là. Un autre exemple ici, on a représenté en fait une supernova, une explosion d'étoiles qui accélère de la masse de manière très violente et qui crée des ondulations. C'est dans ces ondulations, cette perturbation de l'espace-temps autour des masses, quand elle est créée par quelque chose de violent qui va vite,
eh bien ça crée ce qu'on appelle une onde gravitationnelle qui va se propager comme la lumière à la vitesse de la lumière. Et en particulier, quand on a deux corps très compacts, comme par exemple deux trous noirs massifs qui tournent l'un autour de l'autre, quand ils sont suffisamment proches, eh bien ils vont déformer l'espace un peu comme on voit en dessous, et cette déformation se propage, et c'est ce qu'on appelle une onde gravitationnelle. Maintenant, si on a des pulsars qui sont entre nous et cet objet, eh bien on va pouvoir être capable de mesurer ces ondulations. Alors, il y a une dizaine d'années, on a eu les premières observations de fusion de trous noirs avec une expérimentation qu'on appelle LIGO ou Virgo, qui sont des espèces de grandes expérimentations au sol, qui permettent de détecter des trous noirs de quelques dizaines de fois la masse du Soleil. Ce qui va nous intéresser, nous, ici, c'est des trous noirs beaucoup plus massifs, qui font plutôt 1 milliard de fois à 10 milliards de fois la masse du Soleil, qu'on sait exister au centre des grandes galaxies. Donc vous avez ici un exemple, en haut à gauche, Messier 87, une galaxie, donc des centaines de milliards d'étoiles, du gaz et des poussières, et vous voyez qu'on a un centre très brillant et surtout comme un jet de matière de part et d'autre qui est dû vraiment à la matière qui chute sur le trou noir, qui rebondit sur le trou noir et qui est éjectée le long des pôles de rotation du trou noir. En bas à droite, c'est une vue d'artiste inspirée d'une simulation qui reproduit en gros le phénomène qu'on observe là. Donc on voit ici le trou noir central, le disque d'accrétion, la matière qui gravite et qui chute sur le trou noir et ce jet qui est provoqué par la chute de la matière sur le trou noir. Et puis en haut à droite, vous avez un zoom très pointu sur vraiment le centre, la partie du trou noir central, qui a été obtenu il y a quelques années, d'ailleurs ça donnait dans la foulée un prix Nobel, observé avec le Event Horizon Telescope, donc un ensemble de télescopes sur l'ensemble de la planète, qui a permis de résoudre vraiment l'image du voisinage très proche du trou noir. Voilà, donc on sait qu'il existe des trous noirs très massifs. Dans les galaxies, des galaxies, il y en a des milliards dans l'univers, hein, tous ces objets-là, un peu flous, tout ça c'est des galaxies. Évidemment, on voit quelques étoiles au milieu de tout ça qui sont au premier plan, mais tous les autres objets, ce sont des galaxies. Et ces galaxies, on sait maintenant, depuis une trentaine d'années, on s'en est convaincu, qu'elles se forment par fusion successive. C'est-à-dire qu'on a au départ des petites galaxies, des petites briques de galaxies, qui vont fusionner et former des galaxies de masse de plus en plus importante, jusqu'aux galaxies qu'on connaît aujourd'hui. Donc je vous montre là une simulation de la rencontre entre deux galaxies. Donc ça, c'est quelque chose qui se passe sur quelques milliards d'années. Et vous imaginez bien que si chacune de ces galaxies a un trou noir central, ce trou noir va finir par aussi fusionner dans la galaxie résultante après cet événement. Voilà, donc on sait que les galaxies fusionnent. Vous avez là, ici à droite, un ensemble d'images d'objets assez lointains. Donc plus on regarde loin, plus on regarde dans le passé avec l'astronomie, hein, c'est le fait que la lumière voyage à une vitesse finie. Et donc plus on regarde loin, plus on regarde dans le passé, plus on voit des phénomènes comme ça, très chaotiques de fusion de galaxies. Dans ces fusions, là vous avez une représentation de ce qu'on appelle un arbre de fusion qui serait comme un arbre généalogique de la dernière galaxie formée ici, où à partir de petits éléments, de petites briques qu'on voit tout en haut, eh bien, les galaxies fusionnent, forment une galaxie un peu plus grosse qui fusionne, etc. Et vous voyez que le point noir qui représente le trou noir central, eh bien, on se retrouve des fois avec des paires de trous noirs qui vont se mettre à tourner l'un autour de l'autre et produire des ondulations qu'on appelle les ondes gravitationnelles. Et donc l'ensemble de ces galaxies qui sont formées au cours du temps va former un espèce de bruit de fond d'oscillation d'ondes gravitationnelles. Donc vous avez une vue d'artiste encore en haut qui représente trois de ces galaxies qui abritent un trou noir binaire. Et c'est vague dans l'espace-temps. Et si on possède un ensemble de pulsars suffisamment stable et précis et qu'on arrive vraiment à faire un monitoring très précis des temps d'arrivée des pulsations, eh bien, on va pouvoir mesurer ces fluctuations dues aux ondes gravitationnelles. Donc vous avez là une animation qui représente un peu, alors je suis désolé, la qualité n'est pas très bonne, mais on voit donc la Terre au centre ici, deux pulsars qui émettent un rayonnement régulier, hein, c'est ces bips réguliers qui nous arrivent.
et ce cube d'espace-temps qui, lui, est perturbé par les ondes gravitationnelles. Et vous voyez que cette perturbation va s'imprimer dans la régularité, ou l'irrégularité maintenant, des mesures des pulsations de mes deux pulsars. Grâce à ces mesures, grâce à cette chronométrie, on va être capable de mesurer et de quantifier ces fameuses ondes gravitationnelles. Donc ça, c'est le résultat qu'on a obtenu l'an dernier, après 20 ans de recherche acharnée et d'accumulation de données. Hein, comme quoi la recherche, ça marche sur vraiment des temps longs. La première idée de cette détection, elle date de la fin des années 70. Un astronome russe qui s'appelait Sazin qui a émis l'hypothèse qu'on pouvait éventuellement détecter des ondes gravitationnelles en utilisant des étoiles pulsantes. Et il a fallu, vous voyez, 50 ans pour arriver jusqu'au bout. Et notamment grâce à des développements qui ont lieu au début des années 2000. Et les détections qu'on fait aujourd'hui, c'est grâce à 20 à 25 ans de données accumulées. Donc ce que je vous montre là, on ne va pas rentrer dans les détails de ces figures, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque graphe ici représente une courbe qui est la prédiction théorique et des points de mesure qui sont ces points colorés ici. Alors vous voyez que ce n'est pas une détection qui crève les yeux, mais on voit bien que, aussi bien en Europe qu'en Australie, qu'en Amérique du Nord, ces grandes collaborations qui ont mis leurs données en commun, eh bien, il y a vraiment une cohérence dans cette détection. Donc on est à peu près sûr de nous. On n'a pas encore passé le seuil pour vraiment créer la détection, mais on est vraiment sur la bonne voie. Voilà, donc voilà à quoi servent les pulsars, entre autres. Mais ils servent aussi à faire de la musique, comme on va le voir dans les minutes qui viennent. Et donc je propose à mes amis et collègues musiciens de rejoindre la